Jean-Philippe Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint à la rédaction de l'Équipe. Alors, à J-100, le journal va sortir un supplément qui ressemblera un petit peu à ce très beau livre Souvenirs paru pour les 100 ans d'Olympisme. Alors, quelle est l'actualité à J-100 ? Déjà, l'actualité, c'est la flamme olympique qui va être allumée sur le site sacré d'Olympie, qui va se balader un petit peu en Grèce, et puis qui va arriver ensuite en France par Marseille. Et comme vous l'avez raconté, elle va être relayée sur tout le territoire français, partir aux Antilles, revenir jusqu'au 26 juillet, où elle sera allumée dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Alors, les JO, ça tient à pas mal de choses, mais notamment à la sécurité. Et là, on est un peu perplexe. Oui, c'est un enjeu considérable. C'est-à-dire que malheureusement, quand on repense aux Jeux de 72 à Munich, on pense à la razzia de médailles de Mark Spitz, le nageur, mais aussi au massacre des athlètes israéliens par un commando palestinien. Quand récemment Clint Eastwood a fait un film sur les Jeux d'Atlanta, c'était sur l'attentat et pas sur Michael Johnson ou Marie-Jo Pérec. Donc dans le souvenir qu'on gardera de ces Jeux, la base de la base, c'est qu'il n'y ait pas de problème de sécurité. Et c'est vrai qu'il y a une prise de risque avec cette cérémonie sur la scène. Là, il y aura pas 200 000 personnes. Voilà, et on n'a pas d'exemple. On ne peut pas se dire, tiens, à l'époque, on avait fait comme ci, comme ça, puisque ce sera la première fois qu'il y aura une cérémonie des Jeux en dehors du stade. Oui, en extérieur. Alors, donc, la réussite des Jeux, ça tient à la sécurité, mais à quoi d'autre ? Alors, d'abord la sécurité, et puis ensuite à ce que les Jeux, ce soit une fête. Donc, et dans les ingrédients pour que ce soit une fête, en tout cas au niveau local, il faut que les athlètes français performent, surperforment même. Et puis après, il faut qu'il y ait une bonne organisation pour que, à la fois les touristes, les spectateurs, les sportifs, les journalistes qui viendront du monde entier puissent repartir chez eux en disant « Ah, c'était des beaux Jeux, c'était bien organisé, c'était formidable. » Et vivement dans 100 ans pour des nouveaux Jeux à Paris. Oui, voilà, il faut que ça donne une belle image, en fait. Oui, il y a un enjeu. France et dans le monde. Il y a un enjeu à la fois de communication, je dirais, interne. On l'avait vu au moment de la Coupe du Monde 98, où on avait une sorte de parenthèse un peu magique, enchantée de France, soi-disant, blague, blanc, beurre, tout était formidable, et 1, et 2, et 3-0. Et puis aussi, c'est une image qu'on projette vers le monde entier pour dire, voilà, comme l'avaient très bien fait les Anglais, par exemple, avec Londres, pour dire, on n'est certes plus un empire où le soleil ne se couche jamais, mais on est quand même toujours une nation de premier plan, tournée vers l'avenir et fière de son passé. Bon, on espère qu'on fera aussi bien que les Anglais. En tous les cas, depuis le début de l'organisation des JO, il y a quand même ce JO bashing. Alors, pour le dire en français correct, cette espèce de dénigrement systématique. Est-ce que ça, c'est propre à la France ou est-ce que vous l'avez rencontré dans d'autres pays quand vous avez découvert les JO ? J'ai eu la chance de faire 6 Jeux Olympiques d'été et pratiquement à J-100, J-1 an, il y a toujours cette part de critique. Mais pour moi, quelque part, c'est sain. C'est-à-dire que les seules fois où on n'a pas de géobashing, c'est un an avant ou 100 jours avant les JO de Pékin. Effectivement, il n'y avait pas de géobashing. Avant les JO de Sochi, en Russie, il n'y avait pas de géobashing. Et pourtant, il y avait des quartiers ou des montagnes qui étaient rasées, des empreintes carbone déplorables. Mais voilà, nous, on a la chance de vivre dans une démocratie où les gens ont le droit de s'exprimer, où les gens ont le droit de critiquer. Alors, par moments, nous, en tant qu'amateurs de sport, d'amoureux du sport et des JO, ça nous agace un peu, mais moi, je trouve ça quand même plutôt sain. Mais c'est un caractère vertueux quand même. Oui, parce que ça oblige quand même à s'interroger sur la sécurité, le coût des Jeux, l'empreinte carbone, etc. Donc il y a beaucoup plus d'exigences que par le passé, où on pouvait organiser des Jeux sans trop se préoccuper de ce qu'allait devenir derrière les enceintes sportives construites, sans trop se préoccuper du budget. Là, aujourd'hui, les citoyens, ils demandent des comptes sur absolument tout. Mais je pense que ce sera quand même une très belle fête. Le réchauffement climatique est passé par là quand même. Oui, et puis il y a eu des dérives au niveau du mouvement olympique que le CIO lui-même cherche à corriger aujourd'hui. Alors, vous parliez de budget. Le budget, c'est aussi le prix des billets, pour beaucoup totalement inabordable. Donc ça, c'est aussi un sujet qui fâche. Je pense que ça a été une grosse erreur de communication du COJO. Le COJO a annoncé très vite, et les politiques ont annoncé très vite qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts considérable pour financer les JO, donc il fallait bien les financer autrement.
et vous les financez soit par les sponsors privés, soit par la billetterie, le prix des billets. Donc, faire pour une famille lambda, ça revient à combien? Alors nous, on a fait le calcul à l'équipe et on avait calculé à partir d'une famille type de 4 personnes qui viendraient de Toulouse pour 5 jours au JO, ça leur coûterait quand même 8 000 euros. Alors que je crois que le budget moyen des Français en vacances l'été, c'est 1 600 euros. Donc effectivement, c'est un événement hors norme et ça demande un investissement hors norme. Donc ça va quand même rester limité à une élite financière. Les jeux seront peut-être pas aussi populaires, en tout cas dans les enceintes sportives. Après, tout le monde aura l'occasion de les regarder. Ce sera sur les chaînes. Heureusement, ce sera sur les chaînes. On sera tous devant notre poste, ça c'est sûr. Ce sera pas sur les chaînes payantes. Donc voilà. Mais c'est sûr que les jeux, ça a toujours coûté très cher à organiser. Et les jeux, il faut bien les financer. Donc il y aura des places, on nous en a suffisamment parlé, à 24 euros, 50 euros, mais voilà, il y a un tirage au sort, et si on n'est pas dans les premiers tirés au sort, derrière, c'est tout de suite l'addition est beaucoup plus salée. Alors, les chances de médaille maintenant, quelles sont-elles dans les deux disciplines qui sont émergentes lors des sports d'été? La natation, par exemple, et l'athlétisme. La natation, elle va être portée normalement par un champion hors norme qui est Léon Marchand. On attend de sa part qu'il ait 3, 4, voire 5 médailles, ce qui serait absolument extraordinaire pour un nageur français, même pour un nageur tout court. En athlétisme, ça risque d'être beaucoup plus compliqué puisqu'on n'est pas les meilleurs. Hein. Au dernier championnat du monde, on a eu qu'une seule médaille, et encore le dernier jour avec le relais 4x400. Donc on a un gros espoir de médaille avec Kevin Mayer sur décathlon, mais pour l'instant il n'est même pas encore qualifié, et à chaque fois qu'il essaie de se qualifier, il a des problèmes physiques. Donc c'est sûr qu'entre la natation et l'athlétisme, on marche mieux sur une jambe que sur l'autre, dirons-nous. Alors, et en judo, là, est-ce qu'on a des chances de remporter une médaille avec Teddy Riner qui, il y a Teddy Riner, il y a aussi les filles. On a une densité absolument incroyable. Juste pour donner un exemple, en moins de 78 kilos, la sélection s'est faite entre Audrey Cheméo, qui a été vice-championne olympique à Rio, et Madeleine Malonga, qui était vice-championne olympique à Tokyo. Donc c'est finalement Malonga qui a été prise. Donc ça veut dire qu'on a une telle densité qu'on peut se priver d'une ex-médaille d'argent et championne du monde au JO. Donc c'est sûr que le judo, l'escrime, le cyclisme sur piste, normalement, c'est nos gros pourvoyeurs de médailles, plus les sports collectifs. Oui. On a eu 6 médailles à Tokyo, et où là, on peut espérer en avoir autant, mais bon, c'est plus aléatoire. Et alors, ceux qui sortent du lot aussi, c'est les frères Lebrun. Donc ça, on va quand même les regarder avec beaucoup d'attention. Avec énormément d'attention, y compris nous à l'équipe. C'est vrai que le tennis de table ne fait pas partie des sports majeurs en termes de couverture, mais on s'est rendu compte qu'en fait, à chaque fois qu'on parlait d'eux, que ce soit quand la chaîne a diffusé récemment les championnats de France, ou à chaque fois qu'il y a un article, ou même ils sont venus à la rédaction de l'équipe, ils ont joué contre un double de journalistes de l'équipe, et j'avais rarement vu une telle excitation des journalistes au moment d'une visite de sportif. C'est vrai qu'il y a vraiment un phénomène des frères Lebrun. Philippe, c'est numéro 5 mondial, l'un des frères. Numéro 5, et son frère, qui a 2 ans de plus, qui a 19 ans, il est aussi dans le top 20, donc c'est absolument exceptionnel. Et effectivement, ils sont arrivés à un niveau de notoriété qui est comparable à des grands joueurs de foot ou à des grands rugbymen français. Merci beaucoup Jean-Philippe Leclerc. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint à la rédaction de l'Équipe. L'Équipe donc qui sort ce très beau livre, l'Équipe 100 ans de jeu, paru aux éditions Solar. Et bien sûr, on va continuer à rêver en attendant le jour J.